Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons dresser le bilan de l'économie russe en ce début 2019. Bonjour Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler comment se porte la Russie en ce début 2019? Oui Diana, pour comprendre la situation de la Russie aujourd'hui, il faut regarder l'évolution de la situation. Et pour comprendre où on en est et sans doute où on va, il faut repartir un peu en arrière et voir la situation sur la longue durée. Donc, on peut distinguer une première période pour qualifier la Russie moderne, qui est la période 2000-2008. Donc, c'est les années durant lesquelles la Russie a complètement décollé économiquement. Le pays connaissait des taux de croissance fulgurants, 5, 6, 7, 8, 9%, avec des pointes à 15-20% dans les grandes villes. Donc, c'est vraiment cette décennie durant laquelle l'économie moderne s'est construite, s'est structurée, avec des défauts et des avantages bien sûr, mais c'est cette période qui a vu l'apparition de la classe moyenne russe. Et à partir de 2007, le prix du pétrole a explosé, il a augmenté pour atteindre, le baril a atteint plus de $140 en mi-2008. Donc on est vraiment arrivé à un pic de l'économie russe, mais au même moment, en Amérique, la crise des subprimes donc commençait. Et elle a eu des répercussions absolument terribles sur la Russie. Donc, à partir de fin 2008 et en 2009, l'économie russe s'est contractée, le PIB s'est effondré. On est passé à une baisse de PIB de près de 8%. Donc, il faut bien comprendre qu'on était à plus 8% de croissance en 2007 et en 2009, moins 8%. Donc, on a 16 points d'écart, ce qui est absolument énorme. Et après cette crise, donc, l'économie s'est redressée assez rapidement finalement. Et sur la période 2010-2014, on est reparti sur des taux de croissance un peu positifs de 3-4%. Le pétrole s'est plus ou moins stabilisé à $90, $100 le baril. Donc, on est reparti sur une dynamique de taux de croissance positif, moins fort qu'avant, mais réel. Et puis, il y a en 2014, on est rentré dans ce que moi j'appelle la troisième période, qui est la période de l'ère des sanctions, puisqu'en 2014, des événements malheureux et tragiques en Ukraine ont donné lieu à une crispation internationale entre la Russie et les Occidentaux. Ça s'est manifesté par des sanctions économiques, politiques prises à l'égard d'entités morales ou physiques russes par l'Amérique et l'Union européenne. Et la Russie a répondu par un embargo alimentaire contre les pays qui avaient pris des sanctions contre elle. Donc on est rentré dans cette nouvelle ère, l'ère des sanctions, qui dure déjà depuis maintenant 5 ans. Et concrètement, quelles ont été les conséquences pour la Russie? Alors les premières conséquences ont été que l'économie a été touchée un petit peu par les sanctions, mais l'économie s'est contractée de nouveau en 2015 et 2016. Le PIB a diminué de 2,5 et de 0,5. Donc on est reparti sur une contraction de l'économie, mais c'est pas vraiment dû aux sanctions. C'est surtout dû à l'effondrement du prix du baril, puisque le prix du pétrole s'est effondré. Il est repassé de $100, il est tombé à $50 en moyenne sur cette période. Il a même baissé à $35, je crois, début 2016. Donc on est vraiment, c'est surtout ça qui a fait baisser qui a porté un coup à l'économie russe. C'est pas vraiment les sanctions, même si c'était l'objectif. On va en discuter tout à l'heure. Donc la première chose, c'est que on est reparti sur une contraction du PIB en 2015-2016, mais on est revenu sur des taux de croissance. En 2017, en 2018, l'économie s'est remise à augmenter de façon positive. Le pétrole s'est un peu ressaisi, on est monté, il y a une pointe à $80 fin 2018, là on est à $60 pour ce début 2019. Donc globalement, la situation semble sur ce front-là aujourd'hui assez pérennisée pour la Russie. Et surtout, le grand changement qu'il y a eu, c'est que le rouble, la monnaie russe, en fait, sur cette période, a baissé. Mais le rouble s'est vraiment effondré, mais cette baisse de la monnaie finalement a eu des conséquences absolument assez inattendues et très positives pour la Russie. Et effectivement, quelles ont été les conséquences? La première, c'est qu'il faut comprendre que les autorités russes ont décidé de laisser flotter le rouble. Donc le rouble n'est plus soutenu. En 2008, on était à 1 euro pour 35 roubles. Aujourd'hui, en 2019, 10 ans plus tard, on est à 1 euro pour 75 roubles. Et on peut se diriger vers 1 euro, vers 80 roubles dans les prochains mois s'il y a des sanctions qui sont prises. Mais cette volonté des autorités russes de laisser complètement dévisser la monnaie a été très saine, puisque finalement, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que
on dirait que le rouble a trouvé une forme de palier, puisque on a assisté dans l'année dernière à une forme de début de découplage entre la valeur de la monnaie et le prix du pétrole. C'est-à-dire que l'oscillation du prix du baril n'influait plus sur le rouble. Donc ça, c'est une première grande dynamique nouvelle qu'il faut prendre en compte, c'est que le rouble, finalement, s'est séparé et découplé du prix du baril. Et que donc, globalement, depuis 2016, sur la durée historique 2016-2019, malgré des oscillations, le prix moyen du rouble pour un euro, c'est 70-75 roubles. Donc, il y a une forme de stabilité dans la stabilité. Et si on compare finalement la situation du rouble avec celle d'autres monnaies de pays émergents comme la monnaie turque, la monnaie sud-africaine ou la monnaie brésilienne, on s'aperçoit que le rouble s'avère beaucoup plus résilient alors qu'il est beaucoup plus sous sanction et sous pression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Diana, je crois qu'il faut bien comprendre que la monnaie faible a permis l'apparition de nouvelles dynamiques assez inattendues qui sont des dynamiques de relance de production locale, de relance de politique vouée à de l'export et surtout la mise en place de production de substitution locale. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et cardinal qui est en train d'arriver en Russie, qui peut pas se matérialiser en une année, mais qui est en train de voir jour. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels la monnaie faible a été un énorme avantage pour la Russie. Le premier, évidemment, c'est le secteur agroalimentaire. La Russie, en 2010, importait 2/3 de sa production alimentaire. En 2014, elle importait 50% de la consommation de cochons du pays. 5 ans plus tard, elle est productrice et elle produit tout ce qu'elle consomme, mais en plus, comme la monnaie est faible, elle se met à exporter vers l'Asie. Donc ça, c'est une grande dynamique en cours et une grande réussite de l'économie russe, possible parce que la monnaie est faible. Mais cette volonté des autorités russes de relancer des productions locales agroalimentaires, agricoles, est une très très bonne nouvelle pour la Russie. C'est surtout une très bonne nouvelle pour les entreprises étrangères, puisque pour réussir à mettre en place ces productions locales, les entreprises russes ont besoin de technologie et de savoir-faire étrangers. Et les étrangers, notamment les Français, par exemple, parlons de la France, les entreprises françaises sont en pointe dans ces secteurs. Donc là, il y a des nouveaux marchés considérables qui sont en train de s'ouvrir pour les entreprises françaises et c'est le moment de venir saisir ces opportunités. L'agroalimentaire, bien sûr. On peut parler d'autres secteurs qui se développent, par exemple le digital. On savait que les développeurs russes étaient les meilleurs au monde, mais ça se confirme chaque année un peu plus. Et finalement, les géants russes de l'IT et du digital, qu'on pense à Kaspersky qui s'étend partout dans le monde, qu'on pense à Yandex, le Google russe qui continue à se développer sur la zone Russie CEI, que l'on pense à la plateforme Joom d'e-commerce qui est en train d'attaquer l'Europe, que l'on pense à, dans le milieu du recrutement, le job board HH.ru Headhunter qui est maintenant le deuxième au monde. C'est considérable. Donc, en fait, tous ces gros acteurs dans le digital russe sont en train de consolider des positions régionales ou internationales. Par exemple, l'e-commerce. L'e-commerce est un secteur encore assez vierge en Russie. Le potentiel est énorme. Ça va boomer dans les prochaines années. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. On peut parler plausiblement du tourisme. Des chiffres. 2 millions de touristes étrangers en Russie en 2004. 25 millions en 2017. Donc, c'est 11 fois plus, 12 fois plus. On va sans doute arriver à 28 millions en 2018 avec le mondial. Donc là, il y a vraiment une explosion du tourisme. Alors aujourd'hui, le tourisme, c'est 1% du PIB russe. On n'est pas au niveau français. Le tourisme, je crois que c'est 6 ou 7%. Mais le potentiel est gigantesque dans le tourisme. Le tourisme médical est en explosion en Russie aussi, grâce à la monnaie faible. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puisque je parlais de la santé tourisme médical, la Russie traverse aussi une grande transition démographique aujourd'hui, qui se manifeste notamment par la hausse de l'espérance de vie. On est passé d'une espérance de vie de 65 ans il y a quelques années, en 2010, et on est aujourd'hui à 72 ans et ça va continuer. Donc la Russie n'a aucune infrastructure ni culture destinée aux personnes âgées. Donc la silver economy en Russie a de l'avenir. Évidemment, il y aura des contraintes de pouvoir d'achat, mais globalement, il y a tout à faire. Voilà. Enfin, Diana, il faut bien comprendre une chose, c'est que
l'État russe vend son énergie en devises. Donc, pour chaque unité d'énergie vendue, elle l'encaisse en devises. Donc, plus le rouble est faible et plus l'énergie vendue, même si le prix du pétrole n'est pas très élevé, plus ça fait de roubles sur le marché intérieur. Donc, la rouble faible a aussi permis à l'État, en fait, de re-remplir et de renforcer, de renflouer sa trésorerie et d'arriver à une situation aujourd'hui où il y a des réserves de change absolument considérables. Puisque je crois qu'on est à 475 milliards de dollars aujourd'hui. Et le stock d'or, le premier stock d'or au monde. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que ça veut dire, c'est que l'État est riche. On a un État qui est en bonne santé financière. Il a 475 milliards de dollars de réserves de change, beaucoup d'or. Il a une dette publique qui est à 12% du PIB, donc c'est très faible. C'est une des plus faibles au monde pour un État développé. On a une inflation assez mesurée. On a un taux de chômage très faible de 4,8%. Donc on a des indicateurs macroéconomiques qui sont extrêmement bons. Donc ça, c'est très important. Évidemment, la consommation intérieure, c'est 50% du PIB russe. Donc le pouvoir d'achat des gens a souffert avec la crise et les sanctions un petit peu. Ça s'est manifesté par une baisse de la consommation. Et c'est sûr que même si maintenant ça semble repartir à la hausse, il est évident que l'enjeu des autorités russes, c'est de mettre en place des mécanismes économiques pour relancer le pouvoir d'achat. Et ça sera l'enjeu du mandat en cours de Vladimir Poutine et des autorités russes. Mais voilà, donc globalement, les indicateurs macroéconomiques sont très sains. Il y a une population qui est très peu endettée. Et il faut bien comprendre aussi autre chose, c'est que aujourd'hui, on estime que l'économie non officielle, l'économie au black, c'est à peu près 25% de l'économie russe. On était à plus de 50% en 2000. Aujourd'hui, on est encore à 25%. Près d'un Russe sur deux, statistique officielle, près d'un Russe sur deux n'achète pas 50% de sa consommation alimentaire, parce qu'il y a une très forte culture de la production locale, des dachas, etc. Donc, même si les sanctions ont porté un coup au pouvoir d'achat des produits, on va dire, non nécessaires pour survivre, on achète moins d'iPhone et un peu moins de voitures, quoique les voitures, ça repart aussi à la hausse, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Globalement, la population a un peu souffert des sanctions et de la crise, mais globalement, ça s'est bien passé. Donc là aujourd'hui, les salaires commencent à augmenter, le pouvoir d'achat dans le retail semble recommencer à augmenter, la consommation re-augmente. Donc on a l'impression de Russie, et tout ça reste très dépendant du contexte international et de nouvelles sanctions, mais on a l'impression que la Russie est en train de redémarrer en fait son économie et qu'elle sort la tête de l'eau en fait de ces 5 premières années de l'ère des sanctions. Donc c'est plutôt des indicateurs qui laissent penser que les choses vont dans la bonne direction. Et y a-t-il raison pour être optimiste sur l'avenir de la Russie? Oui, concrètement oui. Je disais tout à l'heure que les indicateurs macroéconomiques sont plutôt sains. Je crois que il faut bien comprendre, un des indicateurs, c'est les réserves de change, la trésorerie. Juste des chiffres, la réserve de change avait atteint 550, 580 milliards de dollars, même je crois, en 2008, avant la crise de 2009. Elle s'était effondrée à 390 milliards, 350 milliards de dollars fin 2009. Elles sont remontées à 500 milliards de dollars avant la crise de 2014. Et elles sont redescendues à 330 milliards de dollars au creux de la crise. Et là, malgré 50 sanctions, elles sont remontées à 475 milliards de dollars. Donc c'est une excellente gestion de la trésorerie qui fait envie tous les chefs d'entreprise. Mais plus sérieusement, oui, les indicateurs macroéconomiques, je reviens encore, sont sains. La Russie, sur la longue durée, voit son économie en permanence se rebooter, s'ajuster. Il y a beaucoup de secteurs en plein développement. Les autorités font quand même preuve de décisions assez sages. L'année dernière, pour la première fois depuis 2011, le budget de l'État a vu un excédent, enfin la gestion budgétaire a vu un excédent budgétaire, donc il y a eu ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pour les 3 prochaines années, le budget fédéral voté par les autorités russes va être massivement consacré à la santé, à l'éducation et aux infrastructures. Donc c'est vraiment 3 directions dans lesquelles les entreprises étrangères et par exemple françaises ont des cartes énormes à jouer, puisque dans la construction, dans la santé, dans l'éducation, nous avons énormément de savoir-faire, de compétences, et donc il y a
énormément de choses à faire pour les entreprises françaises en Russie. Ce qui a peut-être vraiment changé, et je crois que ça, il faut vraiment en parler, c'est que entre l'ère d'avant les sanctions et l'ère des sanctions, c'est l'approche du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est clairement sur un marché où il faut être présent. On est clairement sur un marché où il faut penser production locale, sous-traitance locale, sourcing local. Donc, il faut vraiment franchir le Rubicon et venir en Russie. Et les entreprises qui ont des ambitions de développement en Russie, elles doivent réfléchir comme ça. Elles doivent savoir qu'il faut être présent en Russie. Il faut avoir des gens en Russie. Il faut avoir une base juridique légale en Russie. Il faut être présent sur le territoire russe pour développer le business. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais encore une fois, il y a énormément de potentiel et énormément de choses à faire pour les entreprises françaises en Russie. Bien sûr, tout cela dépend du contexte international et des nouvelles sanctions, mais globalement, il y a énormément de raisons d'être optimiste. Et je reviens sur ce conseil que j'avais déjà donné. Pour venir sur le marché russe, l'important, c'est de bâtir un plan, un projet, et vraiment de se renseigner en amont. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour avoir plus d'informations sur la façon de pénétrer le marché russe. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir expliqué la situation en Russie en début 2019. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour indiquer à l'entreprise Adsal qu'il devrait faire plus de vidéos de ce genre. Et de la même façon, si vous souhaitez que nous abordions des thématiques particulières, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires. Nous ferons des vidéos consacrées à ces thématiques. Merci beaucoup.